On va maintenant parler des propriétés des éléments chimiques et leur évolution dans le tableau périodique. Et on va bien sûr parler des propriétés périodiques. Mais avant de parler des propriétés périodiques, on va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est cette périodicité, tableau périodique, propriété périodique. On va parler donc de la loi périodique qui a été posée par Dimitri Mendeleïev, où il a déclaré que les propriétés des éléments ainsi que les formes et les propriétés de leurs composés, on entend par là notamment les propriétés chimiques, sont une fonction périodique de leur masse atomique et non pas numéro atomique Z. À l'époque, cette notion de numéro atomique, c'est-à-dire le nombre de protons, n'était pas encore connue. Si on prend deux exemples, celui de l'énergie d'ionisation ou bien celui de la valence, on va constater que on va avoir une périodicité, une sorte de cycle qui va se former avec une augmentation progressive d'une propriété et puis une diminution brusque de cette dernière pour qu'elle puisse continuer ensuite à augmenter, à diminuer, à augmenter, à diminuer et ça forme une sorte de cycle. Donc c'est ça une période. Et à chaque donc augmentation progressive, on va assister donc à une diminution qui va marquer donc la fin d'une période. La fin d'une période. Pour l'hydrogène et l'hélium, les deux éléments qui constituent la première période, donc on a une augmentation de l'énergie d'ionisation. Après, quand on passe à la deuxième période, on a une diminution qui est brusque, une augmentation au fur et à mesure du remplissage progressif des couches électroniques correspondant à la deuxième période, une diminution brusque lorsqu'on va passer à la troisième, une augmentation tout au long de la troisième période avec une diminution lorsqu'on passe à la quatrième, etc. La même chose pour la valence. Donc, on marquait qu'on a une valence de 1, 0, 1, 2, 3, 4, 3 ou 5, 2, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 3, 5, 2, 4, 6, 1, 3, 5, 7. Et donc, dans son ensemble, on va constater qu'il y a une sorte de périodicité même dans les valences à mesure qu'on va augmenter le nombre de protons et donc le numéro atomique Z. Quelles sont les propriétés périodiques qu'on va voir? Tout d'abord, on va essayer de voir, d'expliquer, de comprendre surtout cette notion, celle de charge nucléaire effective. C'est une propriété qui est fondamentale. On va ensuite parler des propriétés périodiques qui nous importent le plus, qui sont le rayon, l'énergie d'ionisation et l'électronégativité. Ces quatre propriétés vont nous accompagner tout au long de notre programme d'études. Et donc, je vous invite à essayer de bien assimiler ces notions. Et on va commencer tout d'abord par une propriété fondamentale qui est la charge nucléaire effective. Fondamentale pourquoi? Tout simplement, toutes les autres propriétés périodiques vont dépendre du moins partiellement de cette dernière. Qu'est-ce que c'est la charge nucléaire effective? Donc la charge nucléaire effective, c'est la charge positive qui va être réellement, de manière effective, subie par un électron, notamment les électrons de valence parce que c'est les électrons qui nous importent le plus. Mais il faut savoir qu'on peut calculer la charge nucléaire effective de n'importe quel électron, qu'importe sa position. Tout ceci se passe dans un atome polyélectronique. Un atome polyélectronique, donc c'est un atome qui va posséder plusieurs électrons. Si on oppose cette notion, bien sûr, à celle d'un atome hydrogénoïde que constitue l'atome de Bohr, c'est-à-dire l'objet du modèle de Bohr. Et donc, on va essayer d'expliquer. Si on considère, par exemple, cet électron, il va subir deux forces. La première force va être la force d'attraction que va exercer le noyau atomique sur cet électron. Donc, ça va être une force d'attraction. Le noyau, il va attirer vers lui cet électron. Toutefois, puisqu'on est dans un atome polyélectronique, il va exister naturellement d'autres électrons et les électrons ayant la même charge négative vont se repousser les uns les autres. Et donc, chaque électron dans un atome polyélectronique, il va
subir la force de répulsion de tous les autres électrons, sauf lui-même bien sûr, un électron ne se repousse pas. Et donc, chaque électron, il va subir ces deux forces. Force d'attraction par le noyau, force de répulsion par tous les autres électrons. Et donc la charge nucléaire effective, si on veut résumer les choses, c'est la résultante des forces d'attraction et de répulsion qui vont être plutôt exercées sur n'importe quel électron. Donc pour Z, c'est la force d'attraction plutôt va être symbolisée par le numéro atomique Z qui va représenter le nombre de protons. Ce sont les protons qui sont responsables de la force d'attraction. Et la force de répulsion, donc, elle va être symbolisée par l'effet écran ou par l'écran. Et donc, le calcul de la charge nucléaire effective, lorsqu'on veut calculer la charge nucléaire effective qui est subie par un électron, donc tout simplement, il faut connaître le nombre de protons, mais également connaître la valeur de l'effet écran. Donc, dans un atome, un électron est à la fois attiré par le noyau, là, donc c'est la charge positive. Il va être repoussé par les électrons, donc c'est la charge négative, et là, c'est l'effet écran. Ainsi, un électron, il ne va pas subir la charge entière du noyau, il ne va pas subir en quelque sorte l'attraction de Z protons, mais la charge, elle va être plus ou moins atténuée, diminuée en raison de l'effet écran des autres électrons. Donc l'effet écran ou sigma, donc la charge nucléaire effective, va être égale à Z, qui est le nombre de protons, qui est la force d'attraction, moins la force de répulsion, qui est représentée par sigma. Et sigma, donc pour la lettre S, donc sigma, S c'est screen, donc écran. Comme ça va être facile de faire le lien. Donc dans un atome polyélectronique qui contient Z protons et bien sûr Z électrons, un électron I va être soumis à un écran global, à une force de répulsion globale. Et donc pour le calcul de la charge nucléaire effective, s'il y a une difficulté relative, c'est comment calculer l'écran global. Le calcul avec précision va être traité en TD, notamment via le modèle de Slater. Le modèle de Slater, de manière schématique, est une projection du modèle de Bohr sur les atomes polyélectroniques. Et donc, sigma, donc, c'est la somme des constantes d'écran partielles individuelles des Z-1 électrons qui contribuent à l'effet écran. Donc, l'effet écran, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est la force de répulsion qui va être exercée sur un autre électron I. Et donc, tous les autres électrons de l'atome, sauf notre électron I bien sûr, chacun de ces électrons, on va lui attribuer une valeur qu'on va appeler constante d'écran partielle. La valeur, elle va dépendre de la nature de l'orbital, du nombre d'électrons et donc de leur position dans les différentes couches électroniques. On verra tout ça en détail durant les TD. Et donc la charge nucléaire effective tout simplement va être la résultante des forces, c'est-à-dire l'attraction moins la répulsion.
On passe maintenant à une propriété qui est très importante, qui est celle du rayon atomique. Donc le rayon atomique symbolisé par R. Il s'agit de la distance donc, entre le noyau et l'électron périphérique. On admet que l'atome est sphérique. Euh, le rayon atomique, il nous renseigne sur la taille d'un atome. Les valeurs généralement, donc à l'échelle atomique, les distances vont être exprimées soit en picomètres, soit en angstrom. Là, on admet que l'atome est sphérique et on parle de distance entre le noyau et l'électron périphérique. Il faut savoir bien sûr qu'un atome en réalité ne possède pas de frontières. Les électrons ne pouvant être définis qu'en termes de probabilité. Mais là, c'est juste, c'est-à-dire pour avoir pour bien se positionner par rapport aux différentes disciplines. Euh, Maintenant, la notion de taille d'un atome, elle est très très importante. Pourquoi? Parce que le comportement, ça c'est ce qu'on va voir par la suite, on va voir que le comportement d'un élément chimique, d'un métal, d'un ion dans notre organisme notamment, va dépendre grandement de cette propriété-là. Donc on peut avoir plusieurs types de rayons en fonction de la nature de la liaison. Si on est face à une liaison covalente, comme si le cas, une liaison Cl-Cl, donc on va parler de rayon covalent. Si la liaison elle est ionique, on va parler de rayon ionique. Si la liaison elle est métallique, donc on va parler de rayon métallique. Et si la liaison donc, est une liaison faible de type van der Waals, on va parler de rayon de van der Waals. Toutefois, donc pour le rayon covalent, il faut savoir qu'un rayon covalent est la moitié de la distance entre deux noyaux d'atomes identiques liés par une liaison covalente. Donc c'est ainsi qu'on va calculer le rayon covalent. Pour le rayon ionique, donc c'est la distance internucléaire et la somme des rayons, par exemple, du cation et de l'anion constituant cette liaison ionique. Le rayon ionique peut être déterminé par la mesure de la densité électronique, notamment via la diffraction des rayons X. Donc, c'est une technique basée sur l'aptitude de la matière à diffracter les rayons X. Et là, par exemple, là, on a la densité électronique de chaque atome. Ici, on a des cations de Na+, et des anions de Cl-. Et donc, ce point-là, donc le point de moindre densité électronique, il va constituer la limite entre un atome de sodium et un atome de chlore. Maintenant, un cation va être toujours plus petit que l'atome correspondant. Lorsqu'un atome il va perdre un électron, qu'est-ce qui va se passer? Donc on va avoir son rayon qui va diminuer. Donc l'explication réside dans le fait que la formation d'un cation implique la perte d'un ou plusieurs électrons. Ces électrons vont céder à un autre atome. Et donc, puisqu'on a une diminution du nombre d'électrons, donc on va avoir une diminution de sigma. On revient là à la charge nucléaire effective où on indique que la charge nucléaire effective, donc c'est Z moins sigma. Sigma représentant la force de répulsion que vont exercer les différents électrons sur un autre. Et donc, puisqu'on va on va enlever des électrons, donc sigma, elle va diminuer et automatiquement, la charge nucléaire effective, elle va augmenter. L'augmentation de la charge nucléaire effective peut être traduite par l'augmentation de la force d'attraction que va exercer le noyau donc, sur les électrons périphériques. Et donc, l'attraction, le nuage électronique va se contracter et donc ce qui va provoquer une diminution du rayon. Là, vous avez par exemple le rayon métallique du sodium qui est de 1,86 angstrom, tandis que le rayon ionique d'un cation Na+, il est de 1,02. La même chose pour le fer. Là, on passe, lorsqu'on a le fer métallique, on passe de 1,17 à
0,78 pour le fer ferreux, Fe2+, ou à 0,645 pour le fer ferrique. Le contraire aussi, il est vrai. Donc, un anion est toujours plus grand que l'atome correspondant. Donc, lorsqu'on est face à la formation d'un anion, un ou plusieurs électrons vont être captés par l'atome. La force de répulsion des différents électrons sur la force de répulsion, donc elle va augmenter, sigma va augmenter, et Z, la charge nucléaire effective étant égale à Z moins un sigma, avec une augmentation de sigma, donc on va assister automatiquement à une diminution de la charge nucléaire effective, le nombre de protons étant constant, et donc l'attraction des électrons vers le noyau va diminuer et le nuage électronique donc va augmenter. Là, si on observe le rayon covalent par exemple du chlore, il est de 0,99 Å, tandis que celui du Cl- de l'anion chlorure, il est de 1,84. Observons maintenant l'évolution du rayon dans le tableau périodique. Dans une période, le rayon va diminuer à mesure qu'on va se déplacer de gauche à droite. Ceci est une conséquence directe de l'augmentation de la charge nucléaire effective et donc de la contraction du nuage électronique autour du noyau. Donc, comme on l'a déjà expliqué, la charge nucléaire effective va augmenter dans une période. Plus la charge nucléaire effective va augmenter, plus l'attraction qu'exercera le noyau sur les électrons de valence va augmenter ici, et donc ça aura pour conséquence la diminution du rayon. Dans un groupe, le rayon atomique augmente à mesure qu'on va descendre. Donc là, on a une diminution du rayon dans une période. Là, on va observer une augmentation du rayon dans un groupe. Cette augmentation n'étant pas entre guillemets affectée par la charge nucléaire effective, cette augmentation est une conséquence directe de l'ajout progressif de couches électroniques à mesure qu'on descend dans le groupe. Donc, plus il va y avoir de couches électroniques, plus le noyau, donc les électrons vont être de plus en plus éloignés du noyau, et donc l'influence, la force d'attraction qu'exercera le noyau sur ces électrons va diminuer, ce qui aura pour conséquence l'augmentation du rayon. On passe maintenant à la troisième propriété périodique qui est le potentiel ou l'énergie d'ionisation. Comme définition, le potentiel ou l'énergie d'ionisation d'un atome et donc va être l'énergie fournie pour extraire une mole d'électrons d'une mole d'atome ou de cation gazeux isolé. Donc l'énergie va être exprimée en kilojoules par mole ou en électronvolts par atome. Nous, on préférera le kilojoule par mole. Donc, selon la réaction, on a un atome sous forme de gaz. L'atome peut être un atome ou tout simplement un cation qui a donc déjà perdu, un atome ayant déjà perdu des électrons. Donc on va fournir une énergie. Cette énergie donc est nécessaire pour extraire un électron de notre atome, les deux dans un état gazeux. Pourquoi état gazeux? Tout simplement, c'est l'état standard dans le cadre duquel on va mesurer cette énergie. Donc, puisqu'un apport d'énergie va être nécessaire, l'énergie d'ionisation est toujours positive. Plus l'énergie d'ionisation est donc élevée, plus il va être difficile d'arracher des électrons à notre entité chimique. Et d'une manière générale, on va définir la énième énergie d'ionisation comme étant l'énergie nécessaire pour arracher une énième mole d'électrons après que n-1 mole d'électrons eut été extraite, selon la réaction qui suit. Logiquement, plus on va arracher d'électrons, plus notre entité chimique va perdre des électrons, plus il va être difficile de lui enlever d'autres. Ceci est donc aussi une conséquence de l'augmentation de la charge nucléaire effective. Plus on enlève d'électrons,
plus la force d'attraction, donc plus la constante d'écran sigma va diminuer, plus la charge nucléaire effective va augmenter, plus la force d'attraction qu'exercera le noyau sur les électrons restants va augmenter, donc l'énergie qui doit être fournie pour en arracher d'autres va également augmenter, comme on peut l'observer par exemple avec le lithium. La première l'énergie de la première ionisation, elle est de 520 kJ par mol. Une fois qu'on a arraché un premier électron, donc pour enlever un deuxième, elle sera de 7298 et pour arracher un troisième électron, il faut fournir 11 815 kJ par mol pour ce faire. Maintenant, comme toujours, donc, on va voir l'évolution de l'énergie d'ionisation dans le tableau périodique. Dans un groupe, l'énergie d'ionisation, elle va diminuer. Le rayon dans un groupe, il va augmenter à mesure qu'on va descendre. Donc par augmentation du nombre de couches électroniques. Donc les électrons périphériques vont être de plus en plus éloignés du noyau et de moins en moins retenus. Donc l'énergie est nécessaire pour arracher un électron, les électrons, notamment les électrons de valence, va quant à elle diminuer, comme on peut le voir avec les éléments du groupe 17, à savoir les halogènes. Donc là, on passe du fluor au chlore, au brome et puis à l'iode pour des énergies d'ionisation qui vont diminuer au fur et à mesure. Dans une période, l'énergie d'ionisation va augmenter. Une explication, là aussi, elle est due à l'augmentation de la charge nucléaire effective. Donc les électrons ils vont subir une force d'attraction de plus en plus importante à mesure qu'on va avancer dans la période, et donc l'énergie nécessaire pour arracher ces électrons va être de plus en plus importante, comme on peut l'observer. On va maintenant parler de la dernière propriété périodique qui va nous intéresser et qui est l'électronégativité. Donc l'électronégativité est une propriété très très importante. Elle va nous accompagner tout au long donc, de notre programme. Elle est tout d'abord importante parce qu'elle nous permet déjà de savoir, de connaître la nature des composés qui sont formés par différents atomes. Donc si les composés sont covalents, s'ils sont ioniques, etc. Elle nous renseigne aussi sur la polarité d'une molécule, et quand on parle de la polarité maintenant de la molécule, on va parler de son comportement chimique dans un environnement donné. Ça peut être la solubilité et ça peut être surtout les différents schémas réactionnels lors d'une réaction chimique. Mais tout d'abord, qu'est-ce que c'est l'électronégativité? Tout simplement, c'est la capacité que possède un électron, pour attirer vers lui les électrons d'une liaison chimique. Autrement dit, plus un atome possède une grande capacité à attirer, à déformer le nuage électronique dans son sens, plus son électronégativité va être considérée comme importante. L'électronégativité n'est pas une propriété à strictement parler de l'atome, donc elle ne dépend pas de l'atome, mais elle va dépendre beaucoup plus de son environnement, de l'environnement de l'atome à travers les liaisons et l'environnement chimique. Elle est difficile à quantifier et c'est ce qui explique l'existence de plusieurs échelles pour sa quantification. Et chaque échelle, donc la différence entre différentes échelles, ça va être la propriété à partir de laquelle l'électronégativité va être calculée. Ainsi, par exemple, pour l'électronégativité la plus connue, c'est-à-dire l'échelle de Pauling, euh, la propriété ou les données de base qui ont été utilisées pour calculer l'électronégativité de chaque atome ont été les enthalpies de liaison ces atomes dans une liaison covalente.
l'électronégativité, ou plutôt là, l'échelle de Mulliken, elle se base sur les énergies d'ionisation et les affinités électroniques des atomes, et celle d'Orred-Roshaw, qu'on verra peut-être en TD, donc, se basera sur la charge nucléaire effective des atomes. Donc, à partir de la charge nucléaire effective, on peut déterminer l'électronégativité des atomes. C'est le cas de l'électronégativité d'Orred-Roshaw. Celle du Mulliken, donc, c'est basé sur l'énergie d'ionisation et l'affinité électronique. L'affinité électronique étant une autre propriété périodique des éléments. Tout ça, donc, on va constater qu'en réalité, les différentes échelles peuvent varier plus ou moins, mais elles restent relativement proches. Et bien sûr, l'échelle de Pauling est l'échelle la plus communément utilisée. Elle va osciller entre 0,7 à 4 pratiquement, respectivement pour le francium et le fluor. Le francium étant l'élément le moins électronégatif. Il est positionné à gauche en bas du tableau périodique, et le fluor qui est considéré comme l'élément le plus électronégatif, qui lui positionné à droite en haut du tableau périodique. Maintenant, comment évolue l'électronégativité dans le tableau périodique? Donc, l'électronégativité et l'énergie d'ionisation donc, présentent les mêmes tendances à l'augmentation ou à la diminution. Donc, quand l'énergie d'ionisation augmente et l'électronégativité augmente, quand l'énergie d'ionisation diminue, l'électronégativité diminue également, parce que l'explication en réalité, dans les deux cas, est reliée à celle de la charge nucléaire effective notamment, et au rayon, c'est-à-dire à l'augmentation du nombre de couches électroniques. Ainsi, dans un groupe, la charge nucléaire, plutôt l'électronégativité, pardon, va augmenter, va diminuer plutôt. Ceci est dû donc à l'augmentation du nombre de couches électroniques, donc l'augmentation de la distance entre le noyau et les électrons de liaison, et donc la diminution de la force d'attraction du noyau sur les électrons environnants. Dans une période, l'électronégativité va quant à elle augmenter, et cette augmentation donc est due, expliquée là aussi par l'augmentation de la charge nucléaire effective. Les noyaux plus lourds exercent plus d'attraction sur la paire d'électrons, et ainsi on va trouver que les éléments les plus électronégatifs sont en réalité les non-métaux, par exemple les halogènes, et donc ils vont être à droite en haut du tableau périodique, et les éléments les moins électronégatifs, où ils sont dits éléments électropositifs, tout en sachant que cette notion, c'est-à-dire la notion d'électropositivité, ne veut rien dire en réalité, euh, tout simplement parce que l'électronégativité, donc c'est la tendance à capter les électrons, et donc quand on dit électropositif, ça ne veut rien dire dans l'absolu, mais c'est juste par opposition qu'on emploie ce terme. Et donc personnellement, je l'utilise que très rarement. Donc les éléments les moins électronégatifs sont tout simplement les métaux, euh, en citant par exemple les métaux alcalins, qui sont les éléments les moins électronégatifs, et donc qui sont positionnés à gauche du tableau périodique. Là on peut voir un petit peu, ça c'est le tableau périodique, là on a les différents éléments, et donc ces colonnes représentent l'électronégativité, et là on constate par exemple une diminution de l'électronégativité dans les groupes, et on constate une tendance à l'augmentation donc dans une période. Ceci dit, pour ouvrir une petite parenthèse, là entre par exemple deux éléments, comme c'est ici le cas, on constate qu'il y a une diminution, puis une légère augmentation, puis encore une diminution des valeurs. Ceci peut être observé pour les électronégativités, comme ça peut être observé pour toutes les propriétés périodiques. Je vous rappelle que là, on est face à l'étude des tendances à l'augmentation ou à la diminution dans le tableau périodique, dans une période ou dans un groupe. Et quand on va étudier chaque groupe séparément,
on va pouvoir s'attarder un petit peu sur ces petites anomalies et pouvoir les expliquer. Je vous le dis dès maintenant, l'explication réside là également dans la charge nucléaire effective. On va maintenant essayer de faire le lien entre l'électronégativité et la nature des liaisons chimiques. Donc, soit deux éléments, l'élément A et l'élément B. Là, on a la nature de la liaison, la nature du composé. Et là, pour citer quelques exemples. Donc, si on est face à deux éléments avec une électronégativité qui est faible, donc deux éléments, un élément A et un élément B, ils vont se lier tout en sachant que ces deux éléments auront une électronégativité faible. La liaison donc va être métallique parce que ce sont les métaux qui ont les électronégativités les plus faibles. Et on va obtenir donc un solide métallique, autrement appelé alliage. On peut avoir un mélange donc de nickel-cuivre, cuivre-zinc, aluminium-magnésium, etc., etc. Maintenant, quand les deux éléments, si les deux éléments A et B ont des électronégativités élevées, donc ça va être des non-métaux, là on va être face à une liaison covalente. Maintenant, la liaison covalente, elle peut être apolaire comme elle peut être polaire, et c'est en fonction de la différence d'électronégativité de ces deux éléments. Si la différence d'électronégativité elle est très faible et on admet là une valeur inférieure à 0,5, comme c'est le cas par exemple du carbone et de l'hydrogène, donc le carbone, l'hydrogène, tout simplement le carbone qui a une électronégativité de 2,4 à peu près et l'hydrogène de 2,2, la différence d'électronégativité elle est de 0,2 et là la liaison elle est apolaire. Et dans une liaison chlore-chlore, donc la différence d'électronégativité elle est nulle puisque les deux atomes auront bien sûr la même électronégativité, les mêmes électronégativités et donc là on est face à une liaison covalente apolaire. On peut aussi avoir des liaisons covalentes polaires lorsque la différence d'électronégativité va être supérieure à 0,5, comme c'est le cas par exemple de l'HCl, H2O, la silice, le dioxyde de silicium. Et là aussi, donc on va être face à des molécules qui sont polaires et cette polarité donc, est une conséquence de cette différence d'électronégativité toute relative. Euh, Si on passe maintenant au troisième cas de figure, donc on peut avoir la liaison entre un métal, plutôt un non-métal, qui a une électronégativité, donc plutôt un métal qui a une électronégativité très faible et un non-métal qui a une électronégativité élevée. Si la différence d'électronégativité va être très importante, de l'ordre supérieur à 1,6, dans certains ouvrages, on peut trouver 1,5, 1,8, etc. C'est pas très important. Je vous rappelle qu'en réalité, il n'existe pas une liaison qui est à strictement parler covalente, comme il n'existe pas de liaison à strictement parler ionique. On parle toujours d'un caractère iono-covalent d'une liaison et qui peut être plus ou moins important. Donc, dans ce cas-là, si la différence d'électronégativité elle est très importante, là, on sera face à des composés qui sont ioniques, comme c'est le cas bien sûr du chlorure de sodium ou bien sûr le fluorure de potassium. Certains métaux peuvent former des liaisons covalentes, ça va de soi, notamment les métaux pauvres, c'est-à-dire les métaux du bloc P. Et les valeurs 0,5, 1,6 sont seulement des valeurs approximatives. Les liaisons ne sont jamais totalement covalentes ou ioniques. Donc ainsi, en fonction des cas, on peut avoir, là on est face à une liaison donc covalente polaire. Il y a un partage là, c'est le nuage électronique. Et le nuage électronique, il est réparti de manière homogène entre les deux centres, c'est-à-dire entre les deux atomes. Et là, on a un partage donc équitable d'électrons. On peut avoir donc une liaison covalente polaire. Et là, les électrons sont davantage attirés par l'atome le plus électronégatif. On constate que le nuage électronique il est plus dense autour
de l'atome le plus électronégatif. Et quand la différence d'électronégativité elle est très très élevée, là on a carrément, entre guillemets, un transfert d'électrons vers l'atome le plus électronégatif. Là, j'en profite pour vous montrer un petit peu ce qu'on appelle le triangle de Van Arkel et Kettler. Ben, tout simplement, c'est une manière pour de savoir, de connaître la nature de la liaison chimique à partir des électronégativités des différents éléments. Là, vous avez un triangle donc, qui comporte plusieurs portions. Donc là, on est dans la liaison métallique, là, on est dans la liaison ionique, là, on est dans la liaison covalente qui peut être polaire ou non. On va prendre quelques exemples. Là, pour se situer sur l'axe des ordonnées, euh, donc on va faire la moyenne des d'électronégativité. On va choisir un composé, qu'il soit par exemple l'hydrure de sodium, donc le NaH. Donc la moyenne, ça va être 2,2 plus 0,9, ce qui nous donne 3,1 sur 2, donc on est à 1,65. Donc on est à peu près là. Et euh, la différence d'électronégativité, donc qui est de 2,2 moins 0,9, et ça va nous donner 1,3. Donc on est à peu près là. Et là, on tombe pile, c'est-à-dire si on va croiser les deux axes, on va tomber donc dans une liaison ionique, et ainsi l'hydrure de sodium est un composé qui est ionique. On va prendre un autre exemple, par exemple le sodium et le magnésium. La moyenne d'électronégativité, donc 1,3 plus 0,9, ça va nous donner 2,2. Qu'on divise par 2, ça va nous donner 1,1. Et la différence d'électronégativité, donc 1,3 et 0,9, c'est 0,4. Donc on est là, et en croisant, on va tomber dans une liaison métallique, et c'est parfaitement logique. Un troisième exemple pour la route, donc on va prendre par exemple le HF, le fluorure d'hydrogène, et là la moyenne d'électronégativité, donc 4 plus 2,2, et la moyenne donc ça va être de 3,1, donc on est à peu près ici. Et la différence d'électronégativité qui va être de 1,8, et donc on va être à peu près là. Et là, on est donc dans une liaison covalente polaire. Passons maintenant à l'étude des oxydes, et à travers les oxydes, donc on va pouvoir apprécier déjà l'évolution du caractère iono-covalent dans un composé chimique. Et on va faire le lien entre ce caractère-là, c'est-à-dire le caractère iono-covalent, avec le caractère acido-basique des oxydes. Les oxydes sont une famille de composés chimiques qui est très important, parce qu'en réalité, tous les acides et toutes les bases qu'on connaît sont, sont, sont issus justement de la réaction de ces composés-là avec de l'eau. Et d'une manière générale, donc, on va définir les oxydes comme étant des composés binaires. Un composé binaire est un composé qui comporte deux atomes au moins différents, de deux éléments chimiques. Et donc les oxydes sont des composés binaires qui vont résulter de la combinaison de l'oxygène avec un élément E. Ils auront pour formule générale EXOY. Étant très réactif, l'oxygène donc il va former des oxydes avec la plupart des éléments du tableau périodique. L'oxygène est un élément qui est très électronégatif. C'est le deuxième élément le plus électronégatif du tableau périodique après le fluor. Donc il va se combiner avec la quasi-totalité des éléments chimiques qu'on connaît.
La plupart des bases alcalines et les acides utilisés sont issus de la réaction d'un oxyde avec de l'eau. Et le caractère acido-basique d'un oxyde, c'est-à-dire est-ce que cet oxyde il va nous donner un acide ou une base, va être est fortement corrélé, lié au caractère iono-covalent de la liaison élément-oxygène. Et si on veut classer les oxydes, on peut les classer donc en fonction de la nature de la liaison, donc en oxyde ionique ou en oxyde covalent. Et si on veut les classer selon leur caractère acido-basique, on va les classer donc en oxyde acide, en oxyde basique. Quelques cas, c'est-à-dire on sera face à des oxydes amphotères ou bien des oxydes neutres. Commençons tout d'abord par la classification des oxydes selon la nature de la liaison. Tout simplement, on peut avoir deux cas de figure. On peut avoir des oxydes ioniques ou des oxydes covalents. Donc, les oxydes ioniques vont être formés par des cations et des anions. L'anion étant l'anion O2-, et le cation, donc ça peut être n'importe quel élément sous forme de cation. Généralement, il s'agit d'un élément qui a une très faible électronégativité. Donc, ça va être les métaux principalement du bloc S, sauf le beryllium, et les métaux du bloc D, donc qui ont des électronégativités faibles avec des états d'oxydation qui sont inférieurs à +3. Pour les propriétés, donc les oxydes ioniques sont des oxydes, comme c'est le cas d'ailleurs de tous les composés ioniques, sont des composés solides. Ils ont des points de diffusion et des points d'ébullition qui sont très élevés. Ils ont toujours un caractère qui est basique. Pour ce qui est des oxydes covalents, donc la liaison entre l'élément et l'oxygène va être covalente. Et là, on peut avoir plusieurs types de liaisons. On peut avoir de doubles liaisons, des liaisons simples. L'élément E donc, va être un élément non métallique dans la majorité des cas, et principalement les non-métaux du bloc P. On peut également avoir les métaux du bloc D, donc les métaux qui ont des électronégativités qui sont relativement élevées ou bien des états d'oxydation qui est supérieur à +3. Et là, quant aux propriétés, certes, pour ce qui est des composés ioniques, et là, les oxydes ioniques, on est toujours face à des composés qui sont solides, avec des points de fusion et points d'ébullition élevés. Là, pour les oxydes covalents, on peut avoir deux sortes d'oxydes covalents. On peut déjà avoir un oxyde covalent moléculaire, et là, on sera face à des molécules discrètes, c'est-à-dire des molécules qui sont distinctes les unes des autres, comme c'est le cas des gaz, le CO2. Le CO2 donc, est un oxyde qui est covalent, et c'est un oxyde qui est sous forme de gaz, et dans ce gaz-là, on va trouver des molécules de CO2 qui sont indépendantes les unes des autres. On peut trouver aussi des oxydes covalents moléculaires sous forme liquide, comme c'est le cas de l'H2O, ou comme c'est le cas par exemple on peut également les avoir sous forme solide, comme c'est le cas de l'oxyde de chrome. Là, on sera face à des points de fusion et points d'ébullition faibles, d'une manière générale. Et pour ce qui est aussi des oxydes covalents, on peut trouver des oxydes covalents polymériques, c'est-à-dire sous forme de macromolécules. Quand on parle de polymère, tout simplement, un polymère c'est quoi? C'est un composé chimique qui est formé par plusieurs unités identiques qui vont s'assembler pour former donc un réseau, que ce soit en chaîne, en feuillet, en masse si vous voulez. Et donc tout simplement, on va parler d'une macromolécule, comme c'est le cas de la silice. La silice, elle va se présenter donc sous forme de réseau. Les oxydes, les composés polymériques, et dans ce cas précis, les oxydes polymériques vont être solides avec des points de fusion et points d'ébullition qui sont élevés. Donc un polymère, là, vous avez la définition, c'est une macromolécule constituée de l'assemblage de plusieurs sous-unités identiques. Et là, qu'est-ce qu'on constate? On constate que les oxydes ioniques sont basiques, tandis que les oxydes covalents sont acides. Et on va essayer de comprendre pourquoi. Mais tout d'abord, donc, on va essayer de revoir un petit peu
la classification des oxydes selon leur caractère acido-basique justement. Et là, on va avoir donc les oxydes basiques d'un côté et les oxydes acides d'un autre. Là, on a les oxydes amphotères et là, les oxydes neutres. Donc, quatre types d'oxydes en fonction du caractère acido-basique. Tout d'abord, les oxydes basiques, tout simplement, ce sont les oxydes qui, une fois dissous dans l'eau, vont libérer les anions OH-, comme c'est le cas de l'oxyde de calcium. Donc, mis en réaction dans l'eau, il va libérer les OH-, ce qui va alcaliniser le milieu. Si on est devant un oxyde, donc un oxyde qui est insoluble dans l'eau, donc si on est face plutôt à un oxyde basique qui est insoluble dans l'eau, ce dernier, le caractère basique de cet oxyde pourra être mis en valeur en le dissolvant dans un milieu acide, comme c'est le cas ici. Et là, on va avoir la formation donc d'une molécule d'eau avec un sel. Là, tout simplement, ça dépend de l'acide qu'on va utiliser. Si c'est du HCl, donc on va avoir du chlorure de fer. Si c'est par exemple de l'acide sulfurique, on va obtenir du sulfate de fer, etc. La même chose, et donc par opposition, un oxyde acide, c'est un oxyde qui, une fois dissous dans l'eau, il va libérer les protons H+. Si cet oxyde acide est insoluble dans l'eau, on peut le solubiliser dans un milieu alcalin. Et là également, on va obtenir un sel et une molécule d'eau. C'est une réaction de neutralisation, acide-base. Les oxydes acides sont appelés des anhydrides acides en réalité, parce que tout simplement, si vous prenez par exemple le CO2, si vous lui ajoutez une molécule d'eau, vous allez obtenir l'acide carbonique. Si vous prenez le trioxyde de soufre, le trioxyde de soufre, en lui ajoutant une molécule d'eau, vous allez obtenir l'acide sulfurique. Et la même chose pour le dioxyde d'azote qui, en lui ajoutant une molécule d'eau, va obtenir l'HNO3. Donc ces oxydes-là, si ils sont appelés anhydrides acides, donc un c'est la négation, hydride c'est par rapport à l'eau, donc ce sont des composés à qui, donc issus des acides à qui on a enlevé une molécule d'eau. Parlons un petit peu des oxydes amphotères, et là aussi comme leur nom l'indique, donc ce sont des oxydes qui peuvent réagir à la fois comme un acide ou comme une base en fonction de leur environnement chimique. Généralement, ils sont insolubles dans l'eau et le caractère basique donc va paraître au milieu acide. Ils vont nous donner des cations qui sont solvatés et le caractère acide donc va apparaître au milieu basique en nous donnant des anions. Donc un oxyde amphotère, le caractère basique de cet oxyde amphotère va apparaître au milieu acide. Le caractère acide va apparaître en milieu basique. Le caractère acide, généralement, il s'accompagne par la formation d'un cation qui est solvaté et le caractère acide donc va nous donner, donc en dissolvant ces oxydes amphotères en milieu basique, on va obtenir des anions, comme c'est le cas par exemple ici de l'oxyde de zinc qui, en réagissant avec l'HCl, donc on va obtenir un cation, le Zn2+, et qui, en réagissant en milieu basique, va nous donner l'anion zinc 4. Il existe une quatrième classe qui n'est pas très importante, qui est celle des oxydes neutres. Ce sont tout simplement des oxydes qui n'ont ni caractère acide ni caractère basique qui est notable. Et les deux exemples les plus connus sont ceux de l'oxyde de carbone et le monoxyde du monoazote. Maintenant, on va essayer un petit peu de relier le caractère ionique ionocovalent avec le caractère acido-basique. Tout d'abord, les oxydes ioniques sont basiques, ça c'est un fait. Comment ça se passe? Tout simplement donc au milieu aqueux, donc un composé ionique, il va se dissocier en un anion et en un cation. L'anion dans le cas des oxydes va être l'anion O2-, donc un anion qui est très réactif, donc il va réagir avec les molécules d'eau. Là donc on a notre oxyde.
Donc au milieu aqueux, il va être solvaté, il va se dissoudre, donnant un cation, Na+, et un anion O2-. L'anion O2- étant lui-même très réactif, donc il va réagir avec la molécule d'eau pour donner deux anions hydroxyde. Et donc cette réaction, le bilan de cette réaction va nous donner une libération des anions hydroxydes qui sont responsables de la basicité du milieu. Pour les oxydes covalents, ces oxydes sont considérés comme acides. Pourquoi? Tout simplement, au milieu aqueux, une liaison covalente va être difficile à rompre. Il faut également considérer le phénomène d'autodissociation de l'eau, c'est-à-dire en proton et un anion OH-. Donc la liaison covalente oxygène-élément vont être polarisées, plus ou moins, et le pôle négatif va être bien sûr au niveau de l'atome de l'oxygène, étant l'élément le plus électronégatif. Donc l'anion OH- qui est issu de l'autodissociation de l'eau va se fixer sur le pôle positif de la molécule. Ici, par exemple, pour le trioxyde de soufre, ça va être l'atome de soufre. Et le proton, donc le H+, va se fixer quant à lui sur le pôle négatif de cette molécule. Et là, qu'est-ce qu'on aura? Donc on va avoir, donc là, c'est la molécule d'eau, autodissociation, l'hydrogène qui se fixe sur le pôle négatif, l'anion OH-, le OH- qui va se fixer sur le pôle positif, et là on obtient l'acide sulfurique. L'acide sulfurique, bien sûr, donc est un acide qui est diprotique, qui peut par la suite céder, c'est-à-dire libérer ces deux protons selon cette réaction H2SO4. Donc ça va nous donner l'hydrogéno sulfate, donc le HSO4-, comme qui peut encore, cette entité-là peut perdre un autre proton pour donner l'anion sulfate. Là, il faut savoir que le caractère acido-basique évolue aussi selon une certaine logique dans le tableau périodique. Ainsi, le caractère acide et basique d'un oxyde vont évoluer selon le caractère iono-covalent de la liaison élément-oxygène, autrement dit de l'électronégativité de l'élément, puisque comme on l'a déjà expliqué, donc l'électronégativité elle va conditionner le caractère iono-covalent, et le caractère iono-covalent donc va conditionner le caractère acide ou basique d'un oxyde. Ainsi, dans un groupe, le caractère acide il va diminuer, tandis que le caractère basique augmente parallèlement à la diminution de l'électronégativité. Là, vous avez un exemple. On a le groupe 1, lithium, sodium, potassium, césium et rubidium. Là, on a le caractère acido-basique. On passe du basique faible au basique très très faible. Donc, l'électronégativité des éléments, elle va diminuer dans le groupe. Et donc, la différence d'électronégativité, celle de l'oxygène, ne va pas changer. Elle est de 3,4. Donc 3,4 moins 1, ça nous donne 2,4. 3,4 moins 0,9, c'est 2,5, etc., etc. Donc à mesure qu'on va descendre dans le groupe, la différence d'électronégativité, elle va augmenter. Puisque la différence d'électronégativité, elle va augmenter, donc le caractère ionique de la liaison, il va augmenter. Et avec l'augmentation du caractère ionique, on va observer une augmentation du caractère basique. Comme vous pouvez le voir, à peu près toutes les notions qu'on a vues se lient les unes aux autres pour s'expliquer mutuellement. Dans une période, donc, le caractère acide il va augmenter à mesure que le caractère basique va diminuer, parallèlement à l'augmentation de l'électronégativité. Et là aussi, si on prend par exemple dans une période, on a là différents oxydes, l'oxyde de sodium, celui de magnésium, l'aluminium, le silicium, le phosphore, le soufre, le chlore, etc. Donc là, on a l'électronégativité des différents éléments. Donc 1 pour le sodium, 1,3 pour le magnésium, 1,6 pour l'aluminium, etc. jusqu'au chlore 3,2. La différence d'électronégativité qui va diminuer à mesure qu'on va avancer dans une période. Et donc là, c'est le caractère covalent qui va augmenter. Et on passe par rapport au caractère acido-basique à des oxydes qui sont fortement basiques,
faiblement basiques, des oxydes amphotères. Et là, on a des acides faibles, acides forts, etc. Un dernier point, on peut observer une évolution, un changement du caractère covalent d'une liaison en fonction de l'état d'oxydation de l'élément. Ainsi, donc, plus l'état d'oxydation il va augmenter et plus le caractère acide va augmenter également. Là, on peut le voir par exemple avec l'oxyde de sodium. Donc, c'est un oxyde qui est très basique. L'état d'oxydation donc, du sodium est de plus 1. Prenez par exemple là le trioxyde de dichrome. Trioxyde de dichrome qui est un oxyde amphotère. Donc là, le chrome, il est dans un état d'oxydation de plus 3. Et là, par exemple, pour le trioxyde de chrome, où le chrome, il est dans un état d'oxydation de plus 6, on a un caractère acide de cet oxyde-là. Donc, le caractère covalent d'une liaison va augmenter avec l'état d'oxydation de l'élément. De même, le caractère acide chez les oxydes.